la neige tombait régulièrement depuis 3 heures, transformant la petite ville de montagne de Pine Ridge en une carte postale hivernale. Emma Walsh se tenait à la fenêtre de sa modeste cabane, observant les flocons tourbillonner et danser dans la lueur de la lumière de son Porsche. Les prévisions météorologiques avaient averti d'une tempête majeure traversant les Rocheuses. Mais Emma était préparée. Elle vivait dans cette cabane depuis 2 ans, depuis qu'elle avait déménagé au Colorado pour repartir de zéro après avoir perdu son emploi et son appartement à Denver. La cabane n'était pas grandiose, juste 2 petites chambres, un salon avec une cheminée en pierre, une minuscule cuisine et une salle de bain dont la plomberie était parfois capricieuse. Mais c'était la sienne, du moins elle la louait pour bien moins cher que n'importe quoi en ville. Elle travaillait au dîner local le jour et faisait de la comptabilité freelance la nuit, arrivant tout juste à joindre les 2 bouts, mais réussissant à garder les lumières allumées et de la nourriture dans le réfrigérateur. À 28 ans, Emma avait appris à être débrouillarde. Elle avait appris à étirer chaque dollar, à réparer les choses elle-même quand elles cassaient, à trouver du contentement dans les plaisirs simples comme un feu chaud et un bon livre. Elle avait aussi appris à être prudente. Vivre seule dans une zone isolée signifiait faire attention aux étrangers, ne pas faire confiance trop facilement. C'est pourquoi, quand elle entendit frapper à sa porte à près de 21 heures par cette soirée enneigée, son premier instinct fut l'inquiétude. Emma s'approcha de la porte avec précaution, regardant par le judas. Sur son porche se tenait un homme, probablement dans la mi-trentaine, aux cheveux noirs saupoudrés de neige. Il portait un manteau sombre qui semblait cher mais était complètement trempé. Et dans ses bras, enveloppé dans une couverture à carreaux rouges et blancs, se trouvait un petit enfant, un garçonnet qui ne devait pas avoir plus de 3 ou 4 ans. Le visage de l'enfant était pressé contre l'épaule de l'homme, et Emma pouvait voir qu'il tremblait. Elle ouvrit la porte à moitié, gardant la chaîne de sécurité engagée. « Puis-je vous aider ?» L'homme leva les yeux, et Emma vit l'épuisement et l'inquiétude gravés sur ses traits. La neige s'accrochait à sa barbe naissante sombre, et ses yeux avaient une qualité désespérée difficile à simuler. « Je suis vraiment désolé de vous déranger, » dit-il, sa voix rauque de froid. « Je m'appelle Nathan Cooper. Mon fils et moi, notre voiture est sortie de la route il y a environ 1 kilomètre. Nous marchons depuis, essayant de trouver de l'aide, mais la tempête empire. J'ai vu votre lumière. S'il vous plaît, je sais que c'est beaucoup demandé, mais pourrions-nous entrer juste quelques minutes? Mon fils gèle. Je dois juste le réchauffer et ensuite j'appellerai de l'aide. » Emma hésita, toutes les histoires d'avertissement qu'elle avait entendues défilant dans son esprit, mais ensuite le petit garçon leva légèrement la tête et elle vit son visage pâle, ses lèvres teintées de bleu, ses yeux mi-clos. Cet enfant était vraiment en danger. Elle déverrouilla la chaîne et ouvrit la porte en grand. « Entrez vite. » L'homme trébucha à l'intérieur, la neige tombant de son manteau sur son plancher. Emma pouvait voir maintenant que tous les deux, lui et l'enfant, étaient trempés jusqu'aux os, leurs vêtements incrustés de glace et de neige. Les mains de l'homme tremblaient alors qu'il tenait son fils. « Merci, » dit-il, sa voix se brisant légèrement. « Merci infiniment. »« La cheminée. » dit Emma en pointant le salon où un feu brûlait déjà. « Approchez-vous-en. Je vais chercher des couvertures et des vêtements secs. » Elle se dépêcha vers sa chambre, sortant ses couvertures les plus chaudes et fouillant dans sa garde-robe limitée pour trouver quelque chose qui pourrait leur aller. Elle trouva un vieux sweatshirt surdimensionné et un pantalon de survêtement qui serait trop petit pour l'homme, mais mieux que rien, et un petit t-shirt qui pourrait convenir à l'enfant si elle le nouait à la taille. Quand elle revint au salon, Nathan s'était installé par terre près de la cheminée, toujours en train de bercer son fils. Le petit garçon pleurait maintenant doucement, un son mince et misérable qui brisa le cœur d'Emma. « Tenez, » dit-elle en s'agenouillant à côté d'eux. « Il faut le sortir de ses vêtements mouillés. »« Comment s'appelle-t-il ?»« Oliver, » dit Nathan. « Il a 4 ans. Il a été si courageux, mais je pense qu'il est en hypothermie. Nous étions dans la voiture pendant plus d'1 heure avant de commencer à marcher, et le chauffage avait arrêté de fonctionner. »« D'accord, » dit Emma, se forçant à rester calme et pratique. « Réchauffons-le. Pouvez-vous l'aider à se changer pendant que je prépare du thé chaud ?» Nathan hocha la tête, déjà en train d'enlever la veste et la chemise mouillée d'Oliver. Emma alla à la cuisine et mit la bouilloire en route. Puis elle fouilla ses placards pour quelque chose qui pourrait aider. Elle trouva du thé à la camomille, du miel et du chocolat chaud instantané, du pas cher, mais ça serait chaud et sucré. Quand elle revint avec 2 mugs du thé pour Nathan, du chocolat chaud pour Oliver,
le garçon était enveloppé dans une couverture sèche et portait le t-shirt surdimensionné, ressemblant à un petit fantôme. Nathan avait enlevé son manteau mouillé et portait le sweatshirt d'Emma, qui était comiquement petit sur son large torse, s'arrêtant bien au-dessus de ses poignets. « Tenez, » dit Emma en tendant le chocolat chaud à Oliver. « Tu peux tenir ça, mon chéri ? Ça t'aidera à te réchauffer. » Oliver prit le mug des deux mains, ses doigts tremblants encore, il prit une gorgée hésitante puis une autre, et Emma vit un peu de couleur revenir à ses joues. Nathan accepta le thé avec gratitude. « Je ne peux pas assez vous remercier, » dit-il. « Nous aurions pu mourir là dehors si vous n'aviez pas ouvert votre porte. » « N'importe qui aurait fait la même chose, » dit Emma, bien qu'elle n'en soit pas entièrement sûre. « Pas tout le monde, » dit Nathan en croisant son regard. « Croyez-moi, nous sommes passés devant plusieurs maisons avant de voir votre lumière. Certaines étaient sombres, mais d'autres avaient de la lumière, et personne n'a répondu quand j'ai frappé. Vous êtes la première personne qui nous a aidés. » Emma ressentit un mélange de tristesse et de justification. Elle comprenait pourquoi les gens étaient prudents. Elle l'avait été elle-même, mais quand même, un enfant était impliqué. « Vous avez un téléphone ?» demanda-t-elle. « Vous avez dit que vous vouliez appeler de l'aide. » L'expression de Nathan devint penaude. « Mon téléphone est mort il y a environ 1 heure. Je l'utilisais pour le GPS quand nous sommes sortis de la route, et j'avais oublié de le charger ce matin. En avez-vous un que je pourrais utiliser ?» Emma lui tendit son téléphone portable, observant tandis qu'il essayait d'appeler. Il fronça les sourcils, vérifia l'écran et leva les yeux vers elle avec consternation. « Pas de signal, » dit-il. Le cœur d'Emma se serra. La tempête a dû couper l'antenne relais. Ça arrive parfois ici en altitude. En général, ça revient en quelques heures, mais avec une tempête pareille. Elle s'interrompit, ne voulant pas dire l'évidence, qu'il pourrait être sans service jusqu'au matin ou plus tard. Nathan ferma brièvement les yeux, et Emma le vit lutter pour garder son calme. « D'accord, » dit-il enfin. « D'accord, on va trouver une solution. Il y a une ligne fixe ? » « Non, » admit Emma. « Je n'ai pas pu me permettre d'en faire installer quand j'ai emménagé. J'utilise juste mon portable. » Ils restèrent silencieux un moment. Les seuls sons étaient le crépitement du feu et le hurlement du vent dehors. Oliver avait fini son chocolat chaud et commençait à somnoler, appuyé contre son père. « Où alliez-vous » demanda Emma. « Par un temps pareil, je veux dire, les infos avertissaient de cette tempête depuis des jours. » Nathan soupira. « Nous rentrions d'une visite chez mes parents au Wyoming. J'ai pensé qu'on pouvait devancer la tempête. J'ai vérifié les prévisions ce matin et ça semblait qu'on avait une marge, mais le temps est arrivé plus vite que prévu et puis la route est devenue verglacée. J'ai heurté une plaque, la voiture a dérapé, et nous sommes tombés dans un fossé. L'impact a endommagé le moteur. J'ai essayé de redémarrer, mais rien, et mon téléphone se mourait, et je savais qu'on ne pouvait pas rester assis dans une voiture qui gelait. » Il baissa les yeux vers Oliver, qui luttait maintenant pour garder les yeux ouverts. Il fallait que je le mette en sécurité. C'était tout ce à quoi je pensais, le mettre au chaud. Emma sentit sa prudence fondre tandis qu'elle observait ce père avec son enfant. Quoi qu'il en soit de Nathan Cooper, il était clairement un homme qui aimait désespérément son fils. « Vous pouvez rester ici cette nuit » s'entendit-elle dire. Tous les deux. Il n'est pas safe d'essayer de partir par cette tempête. Et même si on pouvait appeler, je doute que quelqu'un puisse nous atteindre avant demain matin. Je n'ai pas grand-chose. C'est petit, mais j'ai de la nourriture, des couvertures, et c'est chaud. Vous êtes les bienvenus. Nathan la regarda avec une expression de soulagement et de gratitude si profonde qu'Emma sentit des larmes lui piquer les yeux. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. « Nous sommes des inconnus complets. Vous ne savez rien de nous. Je sais que vous êtes un père qui essaie de protéger son fils, dit simplement Emma. Et je sais ce que c'est de ni dîner LP de n'avoir nulle part où aller. Vous pouvez prendre ma chambre. Je dormirai sur le canapé. Laissez Oliver se réchauffer et se reposer correctement. Je ne pourrai pas prendre votre lit, protesta Nathan. Si, vous pouvez et vous le ferez, dit Emma fermement. Oliver a besoin de dormir dans un endroit confortable et chaud. Fin de discussion. Nathan commença à argumenter, puis sembla y renoncer. Merci, dit-il doucement. Vraiment, vous êtes remarquablement gentille. Emma haussa les épaules,
mal à l'aise avec les compliments. Je fais juste ce qui est juste. Venez, je vais vous montrer la chambre. Ensuite je préparerai le dîner. Rien de fancy, mais j'ai de la soupe et du pain. Elle les conduisit à sa petite chambre, qui contenait un lit double avec une courte pointe patchwork, une commode, et pas grand-chose d'autre. Elle l'avait décoré simplement avec quelques trouvailles de brocante et des fleurs sauvages pressées dans des cadres qu'elle avait fait elle-même. Ce n'est pas beaucoup, dit-elle, soudain gênée par ces modestes accommodations. C'est parfait, dit Nathan, et il semblait sincère. Il coucha Oliver sur le lit, bordant la courte pointe autour de lui. Le petit garçon était déjà à moitié endormi, son petit visage enfin paisible. Ils retournèrent à la cuisine où Emma réchauffa de la soupe aux légumes et coupa du pain. Pendant qu'il mangeait à sa petite table, Nathan lui raconta plus sur lui-même, prudemment, progressivement, comme s'il testait combien révéler. Il était originaire de Seattle, dit-il. Il avait des affaires à Denver. Il rendait visite à ses parents au Wyoming avec Oliver parce que son ex-femme, la mère d'Oliver, voyageait pour le travail et ne pouvait pas le prendre. La garde est compliquée, dit-il avec une pointe d'amertume dans la voix. Mais je chéris le temps que j'ai avec mon fils. Que faites-vous comme travail, demanda Emma pour faire la conversation. Nathan hésita, et Emma vit quelque chose passer sur son visage, peut-être de la calculation, ou de l'inquiétude. Je suis dans les affaires, dit-il vaguement. Management, consulting, ce genre de choses. Rien de très intéressant. Emma n'insista pas. Chacun avait droit à sa vie privée, et si Nathan ne voulait pas élaborer, c'était son choix. Et vous, demanda Nathan. Qu'est-ce qui vous amène à Pine Ridge? C'est assez isolé. C'est exactement pour ça que je suis venu, dit Emma. J'avais besoin d'un nouveau départ. Je travaillais en finance d'entreprise à Denver. Rien de glamour, juste les comptes fournisseurs pour une entreprise de manufacturing. Mais ils ont réduit les effectifs. J'ai perdu mon emploi, je ne pouvais plus payer le loyer, et soudain je me débattais. Une amie d'amis connaissait cette cabane. Savait que le propriétaire cherchait un locataire long terme qui entretiendrait l'endroit. J'ai sauté sur l'occasion. Ça a dû être difficile, dit Nathan. Repartir de zéro. Ça l'était, admit Emma. Ça l'est encore, parfois. L'argent est serré. Je travaille au dîner de Sally en ville le jour, serveuse, un peu de cuisine. Je fais de la comptabilité en ligne la nuit pour de petites entreprises. Ce n'est pas ce que j'imaginais à 28 ans. Mais c'est un travail honnête et je paie mes factures, la plupart du temps, ajouta-t-elle avec un sourire autodérisoire. Nathan l'étudia avec une expression qu'elle ne put pas tout à fait lire. Vous semblez être quelqu'un qui retombe sur ses pieds. Plutôt quelqu'un qui a appris à être reconnaissante pour un sol solide, dit Emma. Ils finirent de manger, et Emma insista pour ranger pendant que Nathan allait voir Oliver, qui dormait profondément. Quand tout fut remis en place, Emma prépara le canapé pour elle avec des couvertures et un oreiller, puis montra à Nathan où était la salle de bain et s'assura qu'il avait tout ce dont il pourrait avoir besoin. Je ne peux vraiment pas assez vous remercier, dit Nathan une fois de plus alors qu'Emma se préparait à s'installer pour la nuit. Ce que vous avez fait pour nous, pour Oliver. Je ne l'oublierai pas. N'importe qui aurait fait la même chose, répéta Emma, bien qu'elle n'était plus sûre d'y croire autant qu'avant. Non, dit Nathan fermement. Il ne l'aurait pas fait. Mais vous, si. Ça dit tout sur qui vous êtes. Emma ne savait pas comment répondre à ça, alors elle lui souhaita simplement bonne nuit et éteignit les lumières, ne laissant que la lueur du feu mourant. Elle s'allongea sur le canapé, écoutant la tempête faire rage dehors, et la vieille cabane craquer et se tasser. Elle pensa à l'homme et à l'enfant dormant dans sa chambre, à l'étrangeté d'avoir des inconnus chez elle, au saut de foi qu'elle avait fait en ouvrant sa porte. Elle avait appris à être prudente ces dernières années, à se protéger, à s'attendre à ce que les gens la déçoivent. Mais cette nuit, elle avait choisi la confiance plutôt que la peur, la compassion plutôt que l'autoprotection. Et d'une certaine façon, ça semblait juste. Emma se réveilla à l'odeur de café et de quelque chose d'autre, quelque chose de doux et beurré. Confuse, elle s'assit sur le canapé, grimaçant à la raideur dans son dos. La lumière du matin entrait à flot par les fenêtres, et la tempête était passée, laissant tout dehors recouvert d'une neige blanche immaculée. Elle se leva et suivit l'odeur jusqu'à la cuisine, où elle trouva Nathan devant sa cuisinière, réussissant somehow à cuisiner malgré les provisions limitées. Oliver était assis à la table, paraissant bien mieux que la veille,
en train de colorier sur du papier avec des crayons qu'Emma ne se rappelait pas avoir. « Bonjour », dit Nathan en se tournant avec un sourire. « J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai trouvé de la préparation pour pancakes dans votre placard, et j'ai pensé préparer le petit déjeuner en remerciement. Le café est prêt aussi. » Emma fixa la scène avec incrédulité. « Vous avez préparé le petit déjeuner. »« Eh bien, vous nous avez sauvé la vie, » dit Nathan. « C'était le moins que je puisse faire. Et je suis en fait assez bon cuisinier quand j'ai des ingrédients. » Les pancakes étaient moelleux et dorés, et Nathan avait réussi à faire une compote de fruits avec les baies congelées qu'Emma gardait au congélateur. C'était le meilleur petit déjeuner qu'elle avait eu depuis des mois. « Ils sont incroyables, » dit-elle la bouche pleine. « Ma mère m'a appris, » dit Nathan. Elle disait que quiconque ne savait pas faire un petit déjeuner décent ne valait pas la peine d'être connu. « Elle semble sage, » dit Emma. Après le petit déjeuner, Nathan réessaya le téléphone d'Emma et trouva que le service était revenu. Il sortit pour passer des appels pendant qu'Emma rangeait la vaisselle. Oliver resta avec elle, bavardant sur la neige et demandant s'il pouvait faire un bonhomme de neige. « Peut-être après que ton papa ait fini ses appels, » dit Emma, charmée par l'enthousiasme du petit garçon. Quand Nathan rentra, son expression était troublée. « J'ai appelé un service de dépannage, » dit-il. « Ils sont complètement débordés par les appels de la tempête, mais ils pensent pouvoir atteindre ma voiture cet après-midi. J'ai aussi appelé la compagnie de location. Je dois organiser un véhicule de remplacement. Et j'ai appelé mes parents pour leur dire qu'on va bien. »« C'est bien, » dit Emma. Nathan hésita, puis continua. « Emma, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que j'aurais dû vous dire hier soir, mais je n'étais pas sûr, de votre réaction. » Emma sentit une pointe d'inquiétude. « D'accord. Mon nom complet est Nathan Cooper, » dit-il prudemment. « Je suis le PDG de Cooper Digital Solutions. » Vous en avez peut-être entendu parler. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Cooper Digital Solutions était l'une des plus grandes entreprises tech du pays, connue pour des logiciels innovants qui avaient révolutionné tout, de la santé à l'éducation. Nathan Cooper n'était pas juste réussi. Il était l'un des hommes les plus riches d'Amérique, apparaissant régulièrement dans les listes Forbes et les émissions économiques. « Vous êtes ce Nathan Cooper, » dit-elle, sa voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. « Oui, confirma Nathan. Et je ne vous l'ai pas dit hier soir parce que, eh bien, honnêtement, c'était rafraîchissant d'être juste un père qui avait besoin d'aide, pas un PDG ou une figure publique. Vous m'avez traité comme une personne, comme quelqu'un qui comptait pas à cause de mon nom ou de mon argent, mais juste parce que j'avais besoin d'aide. Ça m'a plus touché que vous ne l'imaginez. » Emma s'assit, essayant de digérer l'information. « Pourquoi me le dire maintenant ? » « Parce que je ne veux pas de malhonnêteté entre nous, » dit Nathan. « Et parce que je veux vous aider, vous remercier correctement. Emma, vous avez ouvert votre porte à des inconnus dans une tempête. Vous nous avez donné votre lit, votre nourriture, votre confiance. Ce n'est pas quelque chose dont je peux juste partir avec un simple merci. »« Je ne veux pas d'argent, » dit rapidement Emma. « Ce n'est pas pour ça que je vous ai aidé. »« Je sais, » dit doucement Nathan. « Si vous aviez voulu de l'argent, vous m'auriez traité différemment une fois que vous auriez su qui j'étais. Mais Emma, s'il vous plaît, laissez-moi faire quelque chose. Vous avez mentionné avoir perdu votre emploi, travaillé 2 jobs pour joindre les 2 bouts. Laissez-moi aider avec ça. J'ai des contacts à Denver en finance d'entreprise. Je peux passer des appels, organiser des entretiens. » Emma se sentit tiraillée. Une partie d'elle voulait refuser par fierté, insister qu'elle pouvait s'en sortir seule. Mais une autre partie, la partie pratique qui avait appris à la dure que survivre signifiait parfois accepter l'aide, savait que c'était une opportunité. Elle serait folle de la refuser. « Je ne veux pas de charité, » dit-elle prudemment. « Si vous pouvez m'aider à obtenir des entretiens, de vrais entretiens, où je serais embauché au mérite, alors, oui, j'apprécierais. »« Bien sûr, au mérite, » dit Nathan. « Même si je serais honnête, n'importe quelle entreprise serait chanceuse de vous avoir pour votre caractère. Les compétences s'apprennent. L'intégrité comme la vôtre est rare. » Au cours des heures suivantes, en attendant le dépanneur, Nathan passa des appels. Emma l'entendit parler à diverses personnes, décrivant son parcours, ses compétences, sa situation. Il était prudent à ne pas faire sonner ça comme une demande de faveur, juste des connexions, des introductions professionnelles. Quand le dépanneur arriva pour récupérer la voiture de location de Nathan,
Emma avait 3 rendez-vous d'entretien programmés pour la semaine suivante avec de grandes entreprises à Denver. Tous des postes légitimes en département finance, tous avec des salaires bien au-dessus de ce qu'elle gagnait actuellement. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait tout ça, dit Emma alors que Nathan se préparait à partir avec Oliver. Une nouvelle voiture de location ayant été livrée à la cabane d'Emma. Ce matin, j'étais une serveuse qui luttait pour payer le loyer. Maintenant j'ai des entretiens avec des entreprises auxquelles je n'aurais jamais pensé envoyer mon CV. Vous avez toujours eu le potentiel, dit Nathan. J'ai juste ouvert des portes. Ce qui se passe ensuite dépend de vous et de vos abilities. Oliver embrassa Emma pour dire au revoir, lui faisant promettre de faire un bonhomme de neige avec lui un jour. Nathan s'attarda à la porte, semblant réticent à partir. Je le pensais, lui dit-il. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, et je veux dire n'importe quoi, vous avez mon numéro maintenant. Utilisez-le. Je le ferai, promit Emma, bien qu'elle ne puisse imaginer un scénario où elle appellerait Nathan Cooper, le milliardaire PDG, pour de l'aide. Mais en les regardant partir, disparaître sur la route enneigée, elle sentit quelque chose changer en elle. Elle avait pris un risque sur des inconnus, et ça avait ouvert des possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. Peut-être, pensa-t-elle, que c'était la vraie leçon. Que la gentillesse n'aidait pas seulement les autres. Elle ouvrait des portes pour soi-même de façons imprévisibles. Les entretiens que Nathan avait arrangés allèrent mieux qu'Emma n'osait l'espérer. Les 3 entreprises furent impressionnées par ses qualifications et son expérience. 2 firent des offres. La 3e, une entreprise tech de taille moyenne appelée Innovat Solutions, lui offrit un poste d'analyste financière senior avec un salaire qui lui fit tourner la tête, ainsi que des avantages, une participation retraite et une prime à la signature. Emma accepta immédiatement. Dans le mois, elle déménagerait de retour à Denver dans un bel appartement qui,